quand tu es une boîte comme Conto, tu as grandi très vite, tu as eu beaucoup de changements. Tu as eu les changements de pricing, les changements de features, les nouvelles géographies, etc. Comment tu fais pour avoir un modèle prédictif qui prend tout ça en compte et aboutir à quelque chose de très précis. On va avoir une première phase qui s'appelle Value Analysis, où là on va plus rentrer concrètement dans le projet et donc se dire, ok, est-ce qu'on va pouvoir y répondre ou non et avec quelle méthode potentiellement. On est une équipe qui doit mener à la décision et donc tu as aussi tout un challenge business, on va dire. Comment est-ce que je suis sûr que ma superbe analyse, mon super modèle, il est vraiment pris en compte par mes stakeholders et que effectivement on va suivre cette décision. Aujourd'hui, je reçois Nicolas qui est Senior Data Scientist chez Conto, la banque en ligne des PME et des indépendants qui est également une de nos plus belles licornes françaises. La spécificité de l'équipe Data Science de Nicolas, c'est qu'elle fait de la Data Science appliquée à la décision uniquement. Ça, Nicolas nous en dira un peu plus. D'ailleurs, c'est Jérémy, le VP Data de Conto, qui m'avait parlé de cette équipe dans l'épisode 136. Il nous avait fait une overview des projets data les plus importants du moment, donc passé et futur. Aujourd'hui, l'objectif, c'est de rentrer dans le détail de ce que fait un data scientist appliqué à la décision chez Conto. Hello Nicolas, ça va ? Hello Robin, ça va très bien et toi ? Super, bah écoute, je suis ravi de te recevoir. Vous connaissez CastorDoc, c'est le data catalogue utilisé par plein de belles boîtes telles que ManoMano, Veolia ou Deliveroo. J'ai reçu Tristan, leur CEO, pour parler de la solution et de comment l'IA vient impacter le marché du data catalogue. Par exemple, ils ont lancé une fonctionnalité de Self-Service Analytics. Tu peux poser une question à ta donnée dans un chatbot et l'utiliser directement dans tes workflows via Slack ou Teams. C'est maintenant possible grâce aux IA génératives avec un data catalogue bien documenté. C'est l'épisode 158, je vous le mets en description. Et depuis 2 ans, ils ont testé plein d'outils Self-Service Analytics et ont tout centralisé dans un benchmark. Le lien est aussi en description. Un immense merci à CastorDoc de sponsoriser DataGen. Donc on avait, comme je le disais, déjà reçu dans l'épisode 136, Jérémy qui nous avait fait une overview site Conto, qui nous avait expliqué la solution. Tu peux nous parler d'une update ou deux s'il y en a eu depuis son passage il y a à peu près 6 mois. Déjà, toute petite précision, et ça tombe bien que tu aies dit solution. Conto, on se décrit plutôt comme une solution financière. On n'a pas l'agrément bancaire. Et donc, on est plutôt une solution financière pour les entreprises. Depuis le passage de Jérémy, quelques nouvelles. On a maintenant dépassé le demi-million de clients. Donc, c'est une grosse étape depuis juin 2024. On a maintenant 1600 collaborateurs. Et depuis octobre 2024, on s'est lancé dans 4 nouvelles géographies. Autriche, Belgique, Pays-Bas et Portugal. Par rapport, du coup, je me souviens plus à combien de géographies au global à peu près. On en avait déjà 4, donc Ok. 4 marchés historiques. Ah, donc x2. x2, exactement. Et toi, comment tu t'es retrouvé senior data scientist chez Conto ? Je suis né en Normandie, grandi en Normandie. J'aimais les maths, j'aimais les stats, donc j'ai continué prépa MP, école d'ingé à Polytechnique. À la suite de quoi, je suis parti faire du conseil en stratégie. Pareil, pour garder un peu les options ouvertes en me disant je vais découvrir plein d'industries, plein de types de projets. Je suis resté 3 ans au BCG. J'ai eu l'occasion de faire une variété de missions. Celles qui m'ont le plus plu, c'est celles qui avaient une forte dimension analytique. Notamment, j'ai eu l'occasion de faire 1 an de mission pour un modèle d'abonnement pour une boîte, dans lequel il y avait énormément d'analyses qu'on peut retrouver finalement dans beaucoup de boîtes comme Conto. Donc que ce soit analyse de cohorte, analyse de churn, même prédiction de churn. Et donc il y avait ce gros angle data que j'avais beaucoup aimé. À l'inverse, il y avait d'autres missions qui me correspondaient un peu moins. Et donc, j'ai pris la décision de partir et j'ai cherché un poste où je voulais avoir cette double dimension, une dimension analytique très forte, mais toujours ce que j'avais dans le conseil et ce que j'aimais, qui était d'aider à la décision et d'avoir un impact business. Et donc là, tu as l'opportunité de rejoindre Conto donc en tant que data scientist. Sur ce rôle au BCG, tu faisais de l'analytique déjà, on va dire, un peu avancé au sens technique comme en data. C'est-à-dire, c'était déjà du code ou c'était plutôt du Excel et tu as dû monter cette marche en arrivant chez Conto de la technique ? C'est principalement de l'Excel. Je codais quand même un peu en Python, notamment on l'avait fait en prépa, j'en avais fait en école, mais on va dire sur des choses, j'aime pas trop le mot, mais basiques, dans le sens où je faisais pas de modèle de data science. J'ai pas personnellement fait de modèle de churn, de modèle prédictif, de machine learning, typiquement. On avait quand même des gros datasets parfois, et donc c'était quand même aussi utile d'avoir quelques compétences en Python. J'avais fait un peu une petite transition où j'ai appris par moi-même avec quelques bootcamps, quelques vidéos YouTube, quelques articles en ligne. Et après, c'est vraiment sur le tas où chez Conto, j'ai dû apprendre de nouvelles techniques et monter en compétences. Sur cet épisode avec Jérémy, j'ai trouvé vachement intéressant le fait qu'il insiste sur le lancement de cette équipe data science appliquée à la décision et qui mettait en opposition d'une certaine manière avec une équipe data science
comme on en entend plus souvent parler, qui vraiment va mettre en production des algorithmes, du coup, sur des besoins qui sont récurrents. Alors que là, c'est des projets qui sont un peu différents. Donc l'idée, c'est de voilà, mettre en lumière un peu ce que vous faites pour mieux le comprendre. Tu peux nous parler des plus gros chantiers en prenant de la hauteur sur ce que vous faites au sein de cette équipe? Originellement, quand l'équipe a été créée, les plus gros chantiers, et ça allait aussi avec les plus gros chantiers de Conto, on était dans un moment où l'acquisition de nouveaux clients est le plus important. Donc forcément, qui dit acquisition dit marketing. Qui dit marketing dit budget à gérer. Et donc comment je gère au mieux mon budget marketing. C'est des décisions qui vont être prises de manière récurrente. Donc se pose la question de, par exemple, j'ai tant d'euros investis sur tel channel, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Et donc on va mettre en place toute une expérimentation, typiquement avec des géotests. Ça a continué avec augmenter la stack de measurement du côté marketing, lancer un MMM en interne, pour aussi assesser un peu quelles étaient les différentes contributions de chaque channel, comment on pouvait optimiser un peu le mix et comment gérer au mieux finalement ce gros budget pour optimiser notre acquisition. Ça MMM, c'est Mix Marketing Modeling. Ouais, exactement. Tu peux rappeler en 2 mots ce que c'est? Alors nous, on fait un modèle bayésien. Donc le but, c'est en input, on va prendre toutes les dépenses qu'on fait d'un côté marketing, plus ce qu'on va appeler des priors dans le modèle bayésien, c'est un peu tous les a priori et tout ce qu'on pense de chaque channel. Donc à peu près quel est le coût d'acquisition d'un client quand on passe par ce channel, par Meta, par du SIA, par du offline, quand on met une pub à la télé, combien, entre guillemets, chaque euro va rapporter de clients. On va lui donner aussi d'autres informations de, OK, quand je mets 1 euro à la télé, en fait, potentiellement, cet euro, il va avoir de l'effet dans le temps. Quand tu vois une pub à la télé, elle ne s'évacue pas immédiatement de ta mémoire. Tu vas l'avoir en tête, pareil pour la radio, etc. Typiquement, quand tu investis 1 euro sur du SIA, c'est très direct. L'effet de ton euro, en fait, est très ponctuel. Et donc, tu vas lui donner aussi ces informations. Oui, en gros, tu modélises un peu tous tes canaux marketing. Exactement. Et ça te permet de trouver le meilleur mix, d'ailleurs, tu l'as dans le nom, pour optimiser ton budget. Tu peux nous parler aussi de quelques autres projets? Parce que quand on s'est appelé, je me suis rendu compte que en fait, il y avait plein de projets aussi différents et ça permet un peu de comprendre ce qu'il y a sous cette équipe Data Science appliquée à la décision. On a ces projets marketing, mais on a aussi des projets qui pourraient être plus dans n'importe quelle équipe de Data Science, qui vont être le modèle prédictif, notamment en fait pour aider lors des budgets sur des prédictions de revenus de nouveaux clients, où habituellement ça va être l'équipe finance qui va faire la demande. Ouais, la demande et qui va avoir déjà un modèle de forecasting, mais originellement, on va avoir des types un peu des BP un peu en Excel ou un Excel boosté avec des ERP en interne, mais qui restent très mécaniques. Là où nous, on va pouvoir amener, par exemple, du time series forecasting pour essayer d'améliorer la métrique. Alors, là, les modèles finance marchent déjà très bien pour des métriques assez simples à prédire. Typiquement, les revenus des abonnements Conto, c'est quelque chose qui est assez simple à prédire parce que la base client, elle grandit mais à un rythme stable. Là où, par exemple, tu as d'autres types de revenus qui sont beaucoup plus difficiles à prédire, et donc c'est là où on va apporter une valeur ajoutée. Et après, il y avait encore un autre projet dont tu m'avais parlé lié au pricing. Ouais, on peut aussi supporter l'équipe stratégie. Et du coup, là, c'est plutôt des projets très, très transverses qui vont impacter toutes les équipes. Typiquement, quand on a un changement de pricing, par exemple, il y en a eu un en mars 2023, où on a lancé un abonnement annuel. Avant, on n'avait qu'un abonnement mensuel. Et donc, de se dire, OK, comment ça va impacter notre mix client ou pas? Comment on fait en sorte de mettre en place un damage control? De dire, OK, une fois qu'on lance, va potentiellement y avoir des effets sur notre mix, sur notre acquisition. Comment est-ce qu'on est sûr qu'on n'impacte pas notre acquisition et qu'on ne perd pas des clients parce qu'on a changé notre pricing? Et donc, on va avoir potentiellement des modèles prédictifs, des modèles de contrefactuels pour assesser justement quelle va être la performance quand tu lances aussi ce genre de pricing. Donc, tu as un peu toute l'anticipation, mais tu as aussi après la mesure de quel a été l'impact, notamment monétaire, de est-ce que ça a vraiment apporté le nombre de clients que ça devait apporter, est-ce que ça a apporté les euros que ça devait rapporter, etc. C'est-à-dire qu'après, tu essayes aussi de le valider une fois que c'est lancé. Ça te permet de faire un peu un gap analysis un peu entre ton analyse de départ et ce qui s'est vraiment passé. Ouais, c'est ça. Tu essaies d'aider en fait au début à la prédiction et à la construction du business case. Et ensuite, tu viens valider est-ce qu'on a vraiment réussi notre ambition ou non. Et si on ne l'a pas réussi, quels ont été les leviers qui avaient mal été anticipés. Alors ça, c'est aussi un travail qu'on va avoir avec toute l'équipe data, avec l'équipe BI aussi, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont plus de l'analytics.
Et donc, on va travailler main dans la main sur ces sujets-là. Je pense que là, on commence à avoir une overview sympa des types de projets dont on parle. L'idée, c'est aussi de passer sur la méthode après, mais je sais pas si on a un dernier dont tu veux nous parler. Je pense qu'une autre branche qui est assez intéressante, c'est un peu tout ce qui est causalité, on va dire, et notamment essayer de faire des analyses toutes choses égales par ailleurs. Par exemple, chez Contour, il y avait une feature, elle n'était pas mise en avant puisqu'elle était très manuelle, et on savait pas trop quelle valeur elle pouvait avoir. Donc l'idée, ça a été de faire une analyse, parce qu'on pouvait pas faire un A/B test parce qu'on n'avait pas assez de volume, ou alors l'A/B test aurait duré trop longtemps pour qu'on ait des conclusions. Et donc se dire une chose, c'est, ok, on a ces clients qui sont passés par cette feature et qui ont commencé à l'utiliser. Inversement, on a des clients similaires, qui ont à peu près le même usage du produit. La seule différence qu'il va y avoir, c'est qu'eux n'utilisent pas ou n'ont pas utilisé cette feature. Et donc on va regarder, après, dans leur vie, est-ce que le fait d'avoir utilisé cette feature va avoir un impact sur la rétention, sur le revenu de ses clients. Et donc, est-ce que cette feature apporte une plus-value et est-ce qu'on devrait l'automatiser, oui ou non? L'automatiser pour ensuite pouvoir plus la mettre en avant et entre guillemets la scaler, quoi. Exactement. Est-ce que vraiment on va pouvoir la scaler et est-ce qu'il y a un bénéfice à faire ça ou on est très content en fait de la garder un peu cachée parce que finalement il n'y a pas tant de valeur que ça. Je te propose qu'on passe sur l'axe un peu méthode dont on avait parlé quand on s'était appelé. Donc tu m'avais dit que vous aviez voilà, quand même des étapes, un framework assez précis qui se retrouve finalement un peu sur chacun de ces projets. Comme tu dis, on a un process assez défini. Globalement, on va avoir un besoin, alors soit qui va arriver d'un stakeholder, donc d'un département, soit parfois nous, on va aussi être proactif et dire « Ah bah, on a identifié une nouvelle mission, et donc là, on va devoir aller convaincre les stakeholders. » Quand on identifie un besoin ou une nouvelle idée de projet qui nous arrive, il va y avoir une première étape très rapide qui va être de comprendre le besoin, estimer très rapidement quel est l'impact. Le but, c'est vraiment que notre analyse, notre modèle, mène à une action derrière. Typiquement, dans les projets que je te présentais tout à l'heure, ça va être, OK, en fonction des insights que vous allez nous donner, on va ajuster le budget marketing. En fonction de l'analyse, on va lancer ou non la feature. Donc, il faut qu'il y ait une action claire. Donc ça, c'est le tout début de se dire, OK, est-ce que le projet rentre dans le scope de notre équipe? Ouais, est-ce qu'il va y avoir finalement une décision? Parce qu'on revient à ce sujet de décision. Et est-ce que cette analyse va être actionnable? Et vous vérifiez finalement l'actionnabilité avant d'y passer trop de temps, quoi. C'est ça, Oui. exactement. Il faut que ça reste dans le scope de votre équipe et donc que ça mène à une décision. Ensuite, si on se dit, OK, le projet peut faire partie de l'équipe d'assessment, on va se lancer dessus. On va avoir une première phase qui s'appelle Value Analysis, où là, on va plus rentrer concrètement dans le projet et donc se dire, OK, est-ce qu'on va pouvoir y répondre ou non et avec quelle méthode potentiellement? Ça va être 2-3 jours en général, mais clarifier avec le stakeholder de quelle va être sa définition de succès, quelles sont ses attentes. Par exemple, au début, quand il va venir, il va nous dire « Je veux que vous nous aidiez à mieux prédire tel type de revenu. » Ok, mais qu'est-ce que ça veut dire mieux prédire? À quel niveau de précision tu vas arriver? Ah bah je veux 100% de précision. Bah ça, on ne pourra pas. C'est impossible. Donc il y a aussi un peu cet alignement aussi sur les expectations, ouais, quoi, exactement. les attentes. Ce cadrage un peu du projet, de se dire « Ok, bon, bah, qu'est-ce qui est faisable ou pas? Est-ce que là, en fait, c'est un projet complètement irréaliste? » Et on dit « Bah non, stop, en fait. On ne pourra pas délivrer vraiment ce que vous voulez. » On fait un peu aussi une timeline de dire, bon, bah, a priori, ça devrait prendre tant de temps. On va avoir tant de temps d'exploration qui va être la prochaine phase. Puis après, on va construire le projet, puis on fera la review, etc. Donc, spoiler, comme je l'ai dit. Ensuite, on passe sur la phase d'exploration, où là, donc, après cette value analysis, on a plusieurs pistes. Exploration, on va commencer par de la littérature review, souvent, sauf si on est vraiment expert dans le sujet, mais se dire, OK, quelles sont les dernières tendances? Typiquement, bah, forecasting, OK, time series, OK, c'est quoi un peu les derniers algorithmes qui marchent vraiment bien sur les compétitions de time series forecasting? C'est quoi les trucs à la mode? C'est quoi les trucs rapides aussi? Et donc là, tu lis des papiers de recherche, quoi. Ça peut être papier de recherche, ça peut être... retour d'expérience d'autres boîtes. Ouais, c'est ça, blog post, Medium, parfois article de recherche. Parfois livre, mais c'est un peu rare. Et tester très rapidement, de se dire, sans aucune optimisation, etc., OK, ça a l'air de pouvoir répondre, je pense qu'on part dans la bonne direction, etc. Donc c'est un peu cette phase exploratoire, déjà aussi de bien comprendre les données, puisque la particularité de l'équipe Data Science, c'est qu'on n'est pas toujours sur les mêmes projets, on n'est pas toujours avec marketing, comme je te l'ai dit, on a des projets avec beaucoup de stakeholders, et donc parfois tu passes d'un département à un autre, et tu n'es pas forcément au fait de toutes les données, de où est-ce que tu dois aller chercher telles données, quels sont les biais à prendre en compte, comment tu dois regarder aussi ces données, tout le contexte de ta mission, etc. Une fois que tu es bien dans tes baskets et que tu es confiant sur le projet, là tu passes plus dans la phase construction, où à proprement parler, tu vas te dire, OK, bon bah, dans ma phase exploration, j'ai vu tel et tel modèle, mais c'est lui
qui avait l'air de donner les meilleurs résultats, donc c'est lui Qu'on va développer. qu'on va développer, ou c'est dans telle direction que je vais partir mon analyse. C'est comme ça que je vais regarder mes clients, c'est comme ça que je vais identifier les clients. Une fois que tu as la direction, là, ça va être vraiment plus construction, je mène mon analyse, je développe mon modèle, toujours main dans la main avec les stakeholders business, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à la fin, ça doit mener une décision. Donc le but, c'est pas d'avoir une black box où ils disent « Ah ouais, mais en fait, vous n'avez pas pris en compte telle et telle chose, et nous, il nous faudrait de l'explainability sur le modèle. » Tu donnais des ordres de grandeur tout à l'heure, tu disais quelques jours, Ouais. par exemple, sur Value Analysis, exploration, ça va sûrement dépendre des projets, mais des fourchettes, c'est pas à peu près combien de temps d'exploration, et pareil sur construction. Ça dépend où tu mets aussi la frontière entre exploration et construction, parce que même en vrai, quand tu commences la phase construction, tu as toujours un peu d'exploration Bien pour sûr. optimiser ton modèle. Donc je dirais après la phase exploration à proprement parler, ça va être quelques jours, 1 ou 2 semaines, max, on va dire. Parce que l'idée, c'est quand même de pouvoir rentrer rapidement dans le projet. Ça dépend aussi de l'ampleur du projet et d'à quel point tu dois avoir monté en compétence sur la technique, à quel point c'est difficile de comprendre aussi la problématique, etc. Mais on va essayer quand même rapidement de rentrer dans la phase de construction, qui là peut aller de quelques semaines à quelques mois, on va dire. Et après la construction, il reste des phases. Ouais, en gros, quand tu es content de ce que tu as construit, tu vas avoir une phase un peu de review, release, où là, donc, Tu présentes. tu présentes en général, donc tu vas toujours avoir un stakeholder business avec qui tu vas travailler opérationnellement et main dans la main. Mais le projet, après, tu vas aussi le présenter à une audience plus senior, de dire voilà les décisions, voilà soit les réponses un peu à la big picture, les key insights qu'on a à vous donner, voilà ce que dit le modèle, voilà les recommandations finalement qu'on vous fait et quelles décisions nous on pense que vous devriez prendre. Après, finalement, la décision est toujours dans leurs mains. Et donc là, ça va être validé ou pas. Et là, tu vas loin, c'est-à-dire que là, tu es plus sur quelque chose qui ressemble à un modèle, etc. Tu es sur une présentation Ouais. avec un storytelling. Enfin, tu vas assez loin dans le niveau de communication. Je dis souvent que le data scientist doit avoir des bonnes qualités de communication aussi. Et c'est typiquement dans cet exercice-là, mais qui est crucial pour que finalement la bonne décision soit prise, quoi. Ouais, exactement. Nous, on a aussi cette particularité enfin, je sais pas si c'est une particularité, mais de le faire du début à la fin. Et donc d'être aussi, nous, les interlocuteurs business, même face à une audience senior, de présenter nos conclusions. Donc effectivement, comme tu dis, il y a toute cette partie qui est plus trop technique, mais vraiment où on doit avoir l'angle business et parler le même langage pour se faire comprendre, de voilà ce qu'on a fait, et donc vulgariser finalement l'approche technique, aussi pour que eux aient la confiance dans les résultats. Surtout quand les conclusions sont pas forcément celles qui étaient attendues. Il faut que tu sois vraiment capable d'expliquer pourquoi il faut croire ces conclusions et pourquoi il faut croire ces recommandations pour convaincre. Et donc, ouais, tu dois parler le langage business des stakeholders. Et ensuite, tu m'avais dit, il y avait aussi une phase un peu de documentation et de scale, avec potentiellement un peu un offboarding, entre guillemets, pour une transition. Ouais, c'est ça. Donc, l'idée, c'est pas de dire, bon, voilà, on a fait nos recommandations, c'est ça, finalement, notre seul livrable et tout le code, les notebooks, les analyses, hop, à la poubelle. L'idée, c'est aussi que ça puisse être réutilisé. Donc, on aide à la décision, mais parfois, on a des problématiques similaires. Donc, que ce soit dans des fonctions qu'on a pu développer en Python, que ce soit, par exemple, les tests d'incrémentalité, géotests, ça va être des choses qu'on va faire sur différents channels marketing. Le MMM, c'est quelque chose qu'on va constamment développer. Et donc, on va faire en sorte de bien documenter tout ce qui a été fait, que ce soit d'un point de vue des données, pour que si quelqu'un doit ramp up sur un sujet similaire, il sache où trouver quelles données, quels peuvent être les biais, quelles peuvent être les problématiques associées à ces données. Que ce soit sur les méthodes utilisées, notamment aussi toute la littérature review, etc. Donc, on va avoir des bases de données de tous les articles, toutes les vidéos qu'on a pu lire, avec un peu les key messages, les key points aussi, pour essayer de ne pas perdre d'informations et de se dire, ok, en fait, là, moi aussi, sur une autre métrique, je dois faire du time series forecasting. Tiens, je vais aller regarder quel article il a regardé. Oui, et puis comme tu dis, en fait, on mettait un peu cette équipe en opposition au départ à l'équipe Data Science qui travaille sur des algos en production, on va dire, où c'est complètement automatisé. Mais ça veut pas dire que t'as pas quand même une forme de récurrence. C'est que finalement, ton analyse marketing, c'est pas quelque chose qui tourne tous les jours ou qui a besoin de temps réel ou quoi que ce soit, mais tu vas peut-être refaire tourner quand même tout ton modèle et devoir l'améliorer chaque trimestre ou à minima chaque année, en fonction, je suppose, des contextes. Et donc, même pour toi, c'est vrai que si tu reviens sur quelque chose que tu as fait il y a 1 an, si tu l'as pas bien documenté proprement, entre-temps, tu as bossé sur plein d'autres sujets, tu te souviens de pas grand-chose, tu peux perdre un temps fou. Donc, c'est crucial, finalement. La différence, c'est qu'on n'a pas du tout de modèle en production, on n'a pas besoin de real-time, ou même, c'est très rare. Maintenant, on va commencer à avoir quelques modèles un peu daily, notamment sur des modèles de churn. Globalement, ça va être plus des modèles, comme tu dis, où ça va être
annuel, typiquement pour tous les exercices de budget, etc., pour aider finances, voire trimestriel si on doit faire des refreshs, etc. On a une certaine récurrence, mais qui ne nécessite pas une automatisation ni une mise en production qui implique en fait une lourdeur de standards, une lourdeur après de monitoring pour s'assurer que si ça casse, il faut que tu aies du duty pour maintenir finalement et pas casser tous les systèmes de conto. Là où nous, si pendant les 3 mois où tu n'as pas refresh ton MMM, il y a quelque chose qui cassait, c'est pas très grave en fait, puisque tu n'avais pas besoin de ces insights-là à ce moment-là. Oui, l'output à la fin, c'est vraiment la présentation et la prise de décision. C'est pas une prouesse technologique qui tourne parfaitement en prod avec des tests dans tous les sens. Quelles sont les plus grosses difficultés dans le cadre de ces projets, selon toi? Tu as 2 types principaux de difficultés, on va dire. Tu vas avoir la difficulté technique. Je reprends l'exemple modèle prédictif, forecasting pour finance. C'est, OK, on a une demande assez ambitieuse de dire on veut 2% de précision sur tel type de revenu l'année prochaine. Et donc là, tu as un challenge technique qui est, OK, comment j'arrive à ce niveau de précision et au niveau demandé. Et donc là, ça va être vraiment un travail technique de, OK, comment j'optimise mon modèle, comment aussi j'utilise un peu toute l'intelligence business pour faire les bonnes features, pour regarder les bonnes choses, pour prendre en compte aussi dans toutes mes données d'entraînement, un peu les reprocesser, pour les cleaner, etc. Parce que forcément, quand tu es une boîte comme Conto, tu as grandi très vite, tu as eu beaucoup de changements. Et donc dans tes revenus, quand tu as eu les changements de pricing, quand tu as eu les changements de features, les nouvelles géographies, etc., tout ça va impacter. Et donc comment tu fais pour avoir un modèle prédictif qui prend tout ça en compte et aboutir à quelque chose de très précis. Donc ça, c'est plutôt d'un point de vue technique. Et ensuite, on est une équipe qui doit mener à la décision, et donc tu as aussi tout un challenge business, on va dire, et stakeholder qui est, OK, côté technique, maintenant, on est bon. Comment est-ce que je suis sûr que ma superbe analyse, mon super modèle, il est vraiment pris en compte par mes stakeholders et que ça aboutit à la décision et que je fais passer le message et que j'ai cette légitimité où qu'on me dit, OK, effectivement, on va suivre cette décision. Et là, ça va au-delà juste de la compréhension du business. C'est la création de cette relation de confiance. Mais même si tu comprends bien le business, effectivement, le fit n'est pas bien en place avec l'interlocuteur et qu'il y a un petit souci de confiance. Tu as pu faire tout parfaitement, ton analyse était bien, ta présentation était top, mais potentiellement, il ne va pas appliquer pour une raison ou pour une autre, quoi. Après, tu as quand même aussi une petite partie de bien comprendre le business. Typiquement, je parlais modèle de churn. Un des gros points qui est important, ça va être d'avoir une certaine explainability de ton modèle. En gros, si on va avoir une équipe qui va appeler les clients pour essayer de les retenir, si eux ne savent pas pourquoi ils vont les appeler, ça fait des appels un peu étranges. Ce ne sera pas forcément un modèle rule-based, mais de donner un peu des grands axes de pourquoi ce client a été détecté comme un potentiel churner et pourquoi on devrait l'appeler. Et c'est là aussi que tu montres que tu le comprends bien. Non seulement voilà la liste des clients qu'il faut appeler, parce qu'on sent que c'est eux qu'on a une chance peut-être de récupérer, et voilà les arguments de ce pourquoi eux partent, et donc peut-être aussi même des tips sur ce qu'on pourrait leur dire, des choses comme ça. Moi, je me demandais s'il n'y avait pas aussi une autre difficulté, parce que tu vois, dans la data, on dit souvent que c'est super important, notamment sur les sujets analytics, mais je suppose que c'est quelque chose qui pourrait arriver dans la partie data science aussi, de verticaliser. Parce que le fait de passer d'un sujet à l'autre, de pas bien maîtriser les données, de pas bien connaître les enjeux de ton stakeholders, et par bien, j'entends, ça fait genre 2-3 ans que tu bosses tout le temps sur le même stakeholder, tu vois. Enfin, qu'il y a un énorme plus, quoi, à les verticaliser pour que tu puisses commencer à être plus dans l'anticipation, à être plus proactif dans les propositions de projets, etc. Là, je suppose aussi que c'est la taille de l'équipe fait qu'au début, tu es obligé d'être plus central et traiter tous les projets. Est-ce que toi, tu le vis ça comme un challenge dur, ou plutôt justement comme un challenge intellectuel que tu trouves super cool, parce qu'en revanche, c'est vrai que c'est sympa de changer de sujet. Mais est-ce que tu penses aussi peut-être que c'est quand même la trajectoire du marché, si l'équipe grossit, que c'est de toute façon ce qui va finir par arriver? Ouais, c'est une très bonne question, parce que spoiler, c'est sûrement ce qui va finir par arriver, et c'est un peu la trajectoire naturelle. Personnellement, moi, j'adore ce challenge, comme tu dis, d'avoir toujours un nouveau contexte, nouvelles données, nouveaux stakeholders, nouvelles problématiques. Je trouve ça hyper intéressant de pas toujours refaire la même chose. Après, c'est vrai que dans une problématique de scale et d'efficacité, c'est beaucoup plus simple de créer une relation, de mener tes conclusions, de mener à une action quand tu as une relation de confiance avec le stakeholder et que tu le connais depuis plusieurs années, que tu as travaillé main dans la main plusieurs fois, qu'il a confiance en tes résultats, qu'il a confiance en ta méthodologie. Donc forcément, c'est la trajectoire naturelle que Conto est en train de prendre aussi. Et même naturellement, au sein de l'équipe, on commence déjà tous plus ou moins à avoir
nos verticales, où on a bien créé nos relations. Plus, comme je disais, parfois on propose des projets, et donc en général, on propose des projets par rapport au projet sur lequel on venait de travailler. Et donc naturellement, ton follow-up vient un peu dans la même verticale Ok. et avec les mêmes stakeholders. Quelles sont les prochaines étapes pour l'équipe Data Science chez Conto? Tu viens d'en mentionner une, mais s'il y en a d'autres. Ouais, je pense ça va être quand même une grosse d'être plus verticale. Ok. Travailler aussi main dans la main par verticale avec l'équipe BI, où elle, pour l'instant, c'est une équipe qui est plus grosse au sein de l'équipe data de Conto, et qui est donc déjà organisée par verticale. Et comment on s'assure qu'on a une seule voix, qu'en fonction des projets aussi, on peut collaborer ensemble. Il y a sûrement des choses qui sont plus analytics, BI, et d'autres qui sont plus data science. Oui, parce que c'est les mêmes stakeholders en face. Donc, Exactement. de se dire, en fait, potentiellement, le stakeholder, lui, il n'a pas à savoir qu'un coup c'est d'équipe data science, un coup Ouais. c'est équipe BI, il voit tout ça comme la data, et donc bien s'organiser Exactement. aussi de la même manière, par vertical, etc. Ok. Ouais, c'est ça. Donc ça, c'est sur le challenge organisationnel, entre guillemets, Mais dont donc je ça, viens de vous parler. allez avoir quoi, des profils un peu PO au milieu, ou c'est plus que vous gérez ça? Non, ça va plus être dans l'équipe. Enfin, tu vois, déjà, quand on est un peu des étiquettes, entre guillemets, par chaque data scientist, et aussi avoir des rituels communs avec l'équipe BI, des choses comme ça. C'est ça, ok. Après, bon, tout n'est pas encore défini à l'heure Ok, actuelle, ça marche. mais c'est une des trajectoires qu'on prend de plus verticaliser. Et ensuite, ça va être de continuer à supporter Conto dans ses ambitions, et donc de travailler sur les problématiques clés de Conto. Donc, comment on peut aider justement dans ces nouvelles géographies qu'on vient de lancer. On a beaucoup travaillé au début sur l'acquisition, mais on va aussi vouloir travailler sur la rétention de nos clients maintenant. Comment on aide Conto à finalement atteindre son ambition au sens large. Et donc, quels sont les projets clés? Ça va y avoir des problématiques produits, va y avoir une problématique de comment on comprend bien, et d'un point de vue data, le client, quels sont un peu les segments de clients, quel va être leur usage, comment on parle à chacun de ces clients, d'un point de vue acquisition, mais aussi d'un point de vue rétention, quels vont être ces gros profils, ces gros personas, et qu'est-ce qu'on veut développer pour eux. Toujours dans ce souci de créer une relation plus forte avec les clients et ce souci de rétention. C'est intéressant que ça suive aussi les grands cycles de l'entreprise et que du coup les sujets évoluent. C'est-à-dire qu'il y a une grosse phase plutôt acquisition, d'énormes scales, de Conto, et là que ça suive aussi la stratégie plus globale de la boîte. Écoute Nicolas, on arrive sur les dernières questions. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs? Ça va peut-être pas parler à tous les auditeurs s'ils adorent déjà la data, mais ce qui m'a bien aidé quand j'ai voulu faire ma transition entre guillemets de consultant en strat à data scientist, c'était des vidéos YouTube, un channel qui s'appelle StatQuest. Ok. Je sais pas si tu connais. Non. Et qui fait des vidéos notamment sur la data science, mais aussi tout ce qui est statistique, économétrie, etc. Et qui a notamment toute une playlist de Clearly Explain, qui sont des petites vidéos courtes de 5, 10, 15 minutes sur un sujet, comprendre ce que c'est une p-value, comprendre ce que c'est un random forest, ce que c'est un tree, etc. Et avec des petits schémas et un peu d'humour british. Je trouve ça assez sympa. Je mettrai ça en description. Et enfin, au choix, la question de la fin, qu'est-ce que tu aimes dans la data? Qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser? Ou quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné? Laquelle tu choisis? Je vais prendre qu'est-ce que tu aimes dans la data? Vas-y. Ce que j'aime dans la data, c'est vraiment toute cette partie réflexion. En gros, dans la data science, on a un peu l'idée parfois où de se dire il suffit d'appliquer un modèle. Et je trouve que c'est faux, parce que tu as vraiment une partie réflexion de ok, mais je peux pas appliquer mon modèle. Un exemple qui est assez marrant, c'est si tu fais un modèle prédictif dans l'hôtellerie, quand tu as des prix hauts, tu as beaucoup de clients. Quand tu as des prix bas, tu pas beaucoup de clients, parce qu'en fait, c'est saison basse et saison haute. Et donc ton modèle, il va te dire si tu veux avoir plus de clients, augmente tes prix. Bon, tu peux pas tout appliquer, il faut que tu réfléchisses un peu au contexte. Tu as toujours plein de spécificités, tu as toujours un biais dans ton analyse. Parfois, tu peux regarder, tu peux être convaincu, et en fait, tu as un énorme biais que tu n'avais pas spoté. Et après, on va te dire, ouais, mais tu as pris en compte ça? Ah non. Et en fait, ça change complètement tes conclusions. Ouais, et puis parfois, l'enjeu, il va être plutôt sur les features, parfois, il va Ouais. être sur le dataset d'entrée. Parce qu'en fait, d'une boîte à l'autre, tu vois qu'il y a des différences assez majeures dans ce qui aussi va être important. Quand un coup, je sais pas, quand tu es dans la finance, souvent l'explicabilité est un sujet très fort, parce que tu dois expliquer à tes clients pourquoi tu prends telle ou telle décision, etc. Et dans d'autres domaines, en revanche, peut-être plus proche du marketing, l'explicabilité, ça peut être moins important, et un effet black box, mais avec des super performances, peut aussi être acceptable et finit par être accepté par les stakeholders. Et donc ça demande aussi de vraiment réfléchir en dehors presque de l'aspect modèle pur, quoi. C'est ça que j'aime bien, c'est de se dire, on a toute cette technologie et toutes ces librairies qui existent, etc.
mais c'est pas magique au point de dire j'ai juste à appliquer. Tu as quand même toute cette partie réflexion et c'est ça que j'adore dans la data. Excellent. Bah écoute Nicolas, on va finir là-dessus. Merci beaucoup d'être venu en tout cas nous partager ton expérience, nous expliquer plus en détail ce que fait un senior data scientist appliqué à la décision chez Conto. Dites-nous dans l'audience ce que vous avez pensé de cet épisode. Mettez-nous un petit commentaire. Profitez-en pour vous abonner, quelle que soit la plateforme sur laquelle vous nous écoutez. Et puis voilà, je vous dis à bientôt. Merci Nicolas. Merci à toi. Petite news, on a lancé avec un ancien de Criteo un collectif de top freelance data issus des plus belles boîtes pour délivrer des projets data. Si vous souhaitez travailler avec les meilleurs freelances, contactez-nous. Je vous mets le lien vers le site en description.